Bonjour à tous, bienvenue dans La Machine, le podcast qui permet de comprendre les rouages de la psychiatrie. Bienvenue dans le premier épisode de DLM. Je suis ici accompagné de Blaise, un jeune adulte qui va nous expliquer sa maladie et son parcours de vie. Pour cela, on va évoquer les crises qu'il a pu vivre, mais en psychiatrie, cela s'appelle des décompensations. Une décompensation, c'est quoi ? C'est une altération brutale d'un organe ou d'une fonction vitale. Ici, en l'occurrence, c'est donc le psychique. Il est possible que dans la suite de l'épisode, différents termes soient un petit peu compliqués à comprendre. C'est pourquoi il y aura des petites pauses, appelées mini-tips. Ça sera des petites informations qui vous permettront de mieux comprendre ces termes. Bonne écoute! Bonjour à tous, on est ici pour faire le premier épisode du podcast Dans la Machine. C'est un podcast pour présenter les maladies mentales qui peuvent être présentes en psychiatrie. On est en présence de Blaise, qui sera le premier invité de ce podcast. Bonjour Blaise. Bonjour. Ça me fait très plaisir que tu sois là pour le premier épisode. On va pouvoir commencer par parler de ta maladie, si tu es d'accord. D'accord. Je vais commencer en disant bonjour à tout le monde déjà, ceux qui nous écoutent. Alors moi je m'appelle Blaise, j'ai 23 ans et je suis schizophrène affectif. C'est la pathologie qu'on m'a donnée étant petit. Ok. Est-ce que tu te souviens de l'âge que tu avais ? J'avais 16 ans. D'accord. On t'a diagnostiqué cette maladie. Quelle définition toi tu pourrais donner ? Trouble la bipolarité, D'accord. l'hyperactivité D'accord. et des choses qui se passaient dans ma tête. D'accord. Non mais c'est très bien, c'était moi à toi. Mini tips. Qu'est-ce que le trouble schizoaffectif ? C'est un trouble associant la symptomatologie aiguë d'une schizophrénie, avec des symptômes comme une idée délirante et des hallucinations, et dans d'autres phases aiguës, des symptômes du trouble bipolaire. Ça peut être des symptômes de l'état maniaque, comme une accélération de la pensée et du discours, une incapacité à se poser, un comportement à risque concernant la prise de consommation ou des achats impulsifs. Mais ça peut être aussi des symptômes de l'état dépressif. Cette maladie, c'est donc un trouble qui associe des symptômes de la schizophrénie avec des symptômes du trouble bipolaire et qui peut être alterné avec des phases de stabilité. La première crise qu'on peut dire, tu l'aurais eu vers quel âge ? En fait, on m'a dit que cette pathologie, je l'avais depuis longtemps, mais elle s'est manifestée le plus quand j'avais 16 ans. C'est là qu'elle a vraiment apparu, que j'ai vraiment des symptômes apparents de la maladie. D'accord. Et ça s'est présenté comment pour toi ? Quels signes tu as pu percevoir ? En fait, les signes, c'est que j'avais des troubles du comportement. C'est-à-dire qu'en fait, c'était super actif. J'entendais des choses qui n'étaient pas forcément la réalité, que dans ma tête. En fait, enfin, voilà, quoi. Voilà. Ok. Et tu m'as dit aussi que pour toi, c'est la schizoaffectivité. C'était aussi un trouble bipolaire. Oui, c'est ce qu'on m'a expliqué. D'accord. Ça peut être... Et on m'a aussi expliqué que la schizophrénie, ça peut être aussi héréditaire. D'accord. Donc moi, j'ai dans ma famille, il y en a beaucoup de gens qui sont schizophrènes. Il y en a au moins 3 ou 4. Bon, maintenant, ils sont tous soignés, tout va bien. Et ils font tous leur chemin, ils travaillent, ils ont des femmes. Enfin voilà, ils ont une vie comme tout le monde, mais ils ont la maladie sur le côté, quoi. D'accord, donc ça pourrait montrer qu'il peut y avoir potentiellement un terrain fragilisant dans la famille, qui expliquerait aussi pourquoi toi, tu as développé la maladie. Mais après, comme je dis, la maladie, elle est là peut-être. Enfin, la maladie, elle est là, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas faire comme tout le monde. Bien sûr. Ça veut dire qu'on peut avoir des projets, des objectifs, enfin voilà, quoi. Bon, on va revenir sur ça de toute façon tout à l'heure, on va voir ce que tu es en train de mettre en place. Donc du coup, tu expliques que ta première crise ou décompensation, tu l'as eu vers l'âge de 16 ans. Ouais. Qu'est-ce qui s'en est suivi ? Est-ce que tu as été hospitalisé tout de suite après ? Est-ce que tu es resté chez toi à ce moment-là ? Est-ce que tu t'en souviens ? En fait, ma mère, elle savait pas trop ce qui m'arrivait. Donc en fait, elle a laissé un peu le temps traîner. Donc elle a pas longtemps, non plus de 2 semaines. Après, au bout de 2 semaines, je me suis fait interner à l'hôpital. Mais ma mère, elle a mis du temps à comprendre ce qui m'est arrivé. Et voilà. Et du coup, la première crise, c'était une qui m'a le plus effrayé depuis que j'ai la maladie, je pense. Effrayé, pourquoi ? Parce que c'est une maladie qui prend vraiment le dessus quand on n'est pas soigné. Quand on fume du cannabis, les effets sont encore plus développés. Donc c'est vraiment quelque chose d'intense tous les jours dans la tête. Comme par exemple des symptômes comme entendre des voix, peut-être des gens vont croire que c'est faux ou que c'est impossible. Mais le cerveau développe beaucoup de... le cerveau peut se développer beaucoup. Et comme j'ai appris tout ça, comme on m'a expliqué, en fait la schizophrénie, il y a plusieurs parties, il y a plusieurs schizophrénies, il n'y a pas qu'une seule pathologie en fait dans la schizophrénie. Oui, c'est totalement vrai. Tu as évoqué le fait d'entendre des voix. Toi, tu as pu en entendre.
Est-ce que tu as un exemple de qu'est-ce qu'elle pouvait te dire, par exemple? Mais en fait, c'est comme si, un exemple tout bête, hein, je suis en face de vous, je vous parle, dans ma tête, je vous insulte, mais il n'y a rien qui sort de ma bouche. Et je pensais que vous me comprenez. D'accord. C'est un premier symptôme déjà que j'ai remarqué, je me suis dit, c'est bizarre. Mais est-ce que ça serait ta pensée à toi ou c'était des voix en plus? Moi, pour moi, je vais pas vous mentir, j'ai l'impression que c'était des voix en plus. D'accord. Après, je sais pas c'est à quoi ça arrivait comme ça. Comme, en fait, on m'a dit, j'étais schizophrène depuis petit, mais la maladie s'est manifestée à 16 ans. Vraiment, clairement, là, la maladie, elle a vraiment pris un pas sur. Ça a vraiment pris le dessus, quoi. D'accord. Donc du coup, vers 16 ans, tu as commencé à entendre des voix, tu as eu un trouble du comportement à domicile, ça devenait compliqué. Ouais. Il y a eu une première hospitalisation. Est-ce que c'est toi qui as demandé? Est-ce que c'est ta famille? Non, c'est ma famille qui m'a placé. D'accord. Du coup, la première hospitalisation, ça a été une mise sous contrainte? Oui, oui. Bah, à chaque fois que j'ai fait des. Je suis revenu, c'était sous contrainte à chaque fois. D'accord. Tu te souviens des modes d'hospitalisation? C'est-à-dire, Est-ce que c'était à la demande d'un tiers ou un représentant? représentant de l'État. D'accord. Donc toi, tu as été sous SPDRE. SPDR, On expliquera plus tard ce que c'est. Mhm. Mini tips. Qu'est-ce qu'une hospitalisation sous contrainte? C'est lorsqu'une personne nécessite des soins, mais n'est pas en capacité d'exprimer ce besoin. Ainsi, des personnes font la demande à sa place. On appelle cela des tiers, et ce sont souvent des membres de la famille. L'hospitalisation peut être validée avec l'accord médical de plusieurs médecins. Il existe donc 4 types d'hospitalisation sous contrainte. À la demande d'un tiers, à la demande d'un tiers en urgence, en péril imminent, ou encore à la demande d'un représentant de l'État. Dans la situation de Blaise, nous sommes dans le dernier cas, donc à la demande d'un représentant de l'État, et cela peut être un maire. Ce dernier fait donc la demande à ce que Blaise soit hospitalisé sous contrainte. Est-ce que tu as tout de suite compris ce que ça signifiait sur ton hospitalisation? Alors là, pas du tout. Au début, je voulais pas y croire. Franchement, je me disais, mais ceux, ils sont fous. Moi, je suis bien comme ça, et voilà, quoi. Mais ce qu'en fait, c'est que c'est un peu un piège, en vrai. On pense qu'on peut s'en sortir avec la maladie, mais en vrai, il y en a qui arrivent à s'en sortir peut-être, mais ceux qui ont les symptômes vraiment présents, ils sont obligés de se faire soigner. Sinon, bah, ils peuvent faire des choses vraiment très. Je n'ai pas vraiment d'exemple à vous donner de ce qu'on pourrait faire un schizophrène quand il est actif et un schizophrène quand il est à l'extérieur pas soigné. Ça peut être dangereux pour les autres et pour lui aussi, en fait, pour la personne aussi qui a la pathologie. Est-ce que toi, tu as déjà eu l'impression d'être dangereux pour toi-même ou pour les autres? Pour les autres, oui. Ouais. Moi, ben, on va dire que non. D'accord. On va dire que non. Et à l'heure actuelle, tu as encore l'impression de pouvoir être dangereux? Bah, depuis que je suis les soins, tout se passe bien. Tout se passe bien. Et j'espère que ça va durer comme ça longtemps. Je te le souhaite. Merci. D'accord. Donc du coup, tu as été sous le mode SPDRE pour Mhm. ton hospitalisation. Tu en as eu plusieurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment s'est passé tes hospitalisations? Je me souviens plus exactement comment tu as... Bah alors, déjà, quand je suis rentré en hôpital la première fois, je vous racontais, c'est la scène que je me souviens tout le temps. Je suis rentré, ils me disent, ouais, enlève tes vêtements, on va te passer une chemise, un pantalon, et tu rentres dans la chambre, quoi. Moi, j'ai dit non. Ils me disent, si, tu vas rentrer. Je dis non. Donc, du coup, j'ai essayé de me. Je me suis défendu, j'ai voulu faire quelque chose, enfin voilà, quoi, de me défendre pour pas rentrer dans la chambre. Après, bah, j'étais obligé d'être contenu, mais bon, après, c'est normal parce qu'on peut pas accepter des comportements comme ça. Surtout quand on est dans un milieu public comme ça, enfin, public, on va dire, c'est un peu public quand même, non? C'est un hôpital C'est public? un hôpital public, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que la première hospitalisation, comment ça s'est passé? Bah, j'ai fait longtemps de la chambre d'isolement. La chambre d'isolement, c'est là, en fait, où les patients, quand ils peuvent être violents ou pas très, très bien encore dans leur. Je sais même pas comment expliquer ça. Avec tes mots. La chambre d'isolement, c'est un endroit pour réfléchir sur notre personne, peut-être se mettre à l'écart des autres parce qu'on peut être dangereux pour les autres aussi. Enfin, être dangereux même pour sa famille, on peut être dangereux quand on a cette maladie. La famille ça peut être dangereux pour n'importe qui, je pense. Est-ce que ça t'a fait peur quand t'es arrivé en chambre d'isolement? Ça m'a pas fait peur, mais je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais là? D'accord. Est-ce que t'as l'impression de perdre la notion du temps? Non, non, j'ai une montre, ça va. Bon, ok. Et donc tu dis que t'as été contenu aussi. Ouais. Est-ce que c'était quoi ton impression à ce moment-là? Est-ce que tu t'en souviens? La première fois, mais, j'étais vraiment énervé. Mais j'étais vraiment énervé, je me suis dit, mais en fait, ils me prennent pour qui? D'accord. Et voilà. Ok. Mini tips. Qu'est-ce qu'une chambre d'isolement? C'est une chambre sécurisée, à visée sécuritaire et hypostimulante. Il est aussi possible de devoir utiliser des contentions physiques. Ce sont des contentions des 4 membres qui sont utilisées sur un lit adapté afin de limiter un danger imminent pour le patient et ou autrui.
Donc ça a été tes premières hospitalisations, on va dire. Après, ce qu'on a pu ressentir, c'est que les médicaments que les médecins avaient essayé de mettre en place n'étaient pas suffisants pour pouvoir que tu quittes l'hôpital. Du coup, tu as été après dans un autre type de service, qui était l'USIP. Mini tips. Qu'est-ce que l'USIP ? C'est une unité de soins intensifs en psychiatrie, accueillant temporairement des patients en situation de décompensation psychiatrique aiguë, avec une dangerosité, une impasse thérapeutique et surtout un besoin d'unité plus contenante. Par la suite, Blaise va aussi nous expliquer qu'il a été hospitalisé en UMD. L'UMD, c'est une unité pour malades difficiles, un séjour plus long pour des patients présentant une dangerosité telle, des antécédents médico-légaux qui entravent le maintien avec une unité classique ou un projet de vie ordinaire. Il n'en existe que 10 en France. Ce sont donc des unités très spécialisées et qui sont très importantes pour ce type de patients. Pour Blaise, par la suite, ce sujet est un sujet sensible. Il est donc important de comprendre que nous allons prendre un petit peu plus de temps pour qu'il puisse expliquer avec ses mots son ressenti. Est-ce que tu veux en parler de ce service-là ? Le ZIP, franchement, je vous dis, c'est pas rigolo là-bas. C'est pas rigolo. Non, le ZIP, en fait, c'est pendant 2-3 mois maximum, on est dans des soins intensifs. C'est un peu comme à l'armée, en vrai. On va dire c'est un peu comme à l'armée. On fait pas tout ce qu'on veut, on sort 15 minutes pour fumer ta cigarette, t'en fumes 5-6 maximum par jour, t'as 15 minutes pour fumer ta cigarette, après tu retournes dans les chambres. Des fois, t'as des temps, par exemple, il y avait des siestes à faire, comme par exemple de 9h à 10h, de midi à 14h et de 17h à 18h. Donc ça, c'était un peu... je comprenais pas vraiment pourquoi. Après, c'est vrai que là-bas, l'Égypte, c'est pas vraiment... C'est vraiment quelque chose de... Je sais pas, je trouve pas le mot, mais c'est compliqué en vrai. Le ZIP, c'est compliqué, c'est très strict. Il y a des règles, il faut les respecter. Si tu ne respectes pas, ben, t'es sur le carreau, quoi. Il me semble que c'est beaucoup plus cadré, qu'il y a beaucoup plus de soignants que dans les services lambda. Est-ce que tu as eu l'impression que quand tu es arrivé là-bas, tu t'es dit « Ok, ça devient un peu plus compliqué ». Est-ce que ça t'a fait remettre en question ou encore à ce moment-là, tu étais dans le déni et tu n'arrivais pas à J'étais encore dans me dire que... je sais même pas quoi dire. Répétez la question. Est-ce que tu étais encore dans le déni à ce moment-là ? Est-ce que tu as compris pourquoi tu étais arrivé à l'USIP ? Parce que j'ai des comportements violents. Mais les comportements violents m'ont amené à être à l'USIP. Bon, j'ai fait 2 mois et demi là-bas. Après, j'ai fait une bêtise, encore une fois, avec les infirmiers là-bas. C'est pas très bien passé, donc ils ont été obligés de m'emmener en UMD dans un établissement juste à côté. Ok. Et quand je suis arrivé à un UMD, ils m'ont bien expliqué que c'est une hospitalisation qui dure minimum 1 an. Donc, il faut se préparer déjà mentalement à faire 1 an dans sa tête. D'accord. Ce qui est un peu compliqué quand on est jeune et qu'on a 23 ans, on se dit, mais j'ai perdu mon temps là. Mais après, sinon, ouais, en vrai de vrai, au début, c'était un peu compliqué, mais plus le temps avançait, plus je vais pas dire j'ai kiffé, mais c'est ça. Je sais pas comment vous expliquer, ça m'a permis d'apprendre sur ma maladie. Ma maladie, bien sûr, et voilà. Une journée type là-bas, c'était quoi ? Tu avais un peu plus d'activités, il me semble, il y avait plus d'ateliers. Il y a des ergothérapeutes là-bas. Ouais. Et les ergothérapeutes, c'est de 10h à midi. Donc, je sais pas, ça peut être de la poterie, du sport, jardin. Il y a plein d'activités qu'ils proposent là-bas, en UMD. Et Et tu as pu faire de l'éducation thérapeutique, du coup. Mini tips. Qu'est-ce que l'éducation thérapeutique ? C'est la transmission d'informations qui favorise l'acquisition de connaissances théoriques sur une maladie chronique. Ici, la schizoaffectivité. Elle permet de replacer le patient dans la prise de décision thérapeutique le concernant et améliore la prévention secondaire des épisodes aigus. bien sûr, en plus, il y a plein de choses qui sont disponibles là-bas. Il y a une cafétéria, mais bon, la cafétéria, c'est 1 fois par semaine, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Après, on fait pas tout ce qu'on veut non plus. Si on veut fumer des cigarettes, par exemple, c'est une toutes les heures au minimum. Après, c'est comme je l'ai dit, il y a des siestes aussi le matin de 9h à 10h. Il y a des siestes non, pas de 9h à 10h, de 10h à 11h plutôt, excusez-moi, pour ceux qui n'ont pas d'activité. Après, il y a la sieste pour tout le monde obligatoire de 12h45 jusqu'à 14h, 12h45 jusqu'à midi. Jusqu'à 14h. La sieste pour tout le monde de 12h45 à 14h45. Ok. Et après, le soir, c'est de 17h à 18h. Mais si avec le psychiatre, ça se passe bien, que les infirmiers, ça se passe bien, ils peuvent te lever certaines siestes de la journée avec le temps, quoi. Et pourquoi on vous oblige à faire des siestes ? C'est quoi qui mettent derrière ça ? En fait, je pense que c'est pour nous faire cogiter, D'accord. pour qu'on se remette en question.
Déjà, quand tu arrives à l'UMD, tu fais 2 semaines d'isolement. Je vous dis, ça fait pas c'est pas très rigolo. Même pas du tout, on va vous dire. Vous êtes dans une chambre, il y a un lit, une toilette et c'est tout ce que vous avez. Ok. Et ils viennent juste madame, vous donner à manger, prendre les traitements, fumer votre cigarette et vous rentrez, vous dormez. Basta, c'est la journée typique d'un OMD. Après l'UMD, du coup, ce qui est dommage, c'est que pour la majorité des personnes qui ne connaissent pas la psychiatrie, ils sont restés sur des documentaires anciens ou des personnes qui ont été très médiatisées. Euh, Ce qui est bien avec toi, c'est que toi, tu as pu y être du coup environ 1 an là-bas. Donc, en effet, on comprend que c'est un cadre très strict où il y a vraiment des horaires pour quasi toutes les activités. Mais ce qu'on peut relever, c'est qu'il y a des activités, chose Bien qui sûr. peut ne pas y avoir dans d'autres services, dans les hôpitaux publics, parce qu'on n'a pas forcément les moyens. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que, en fait, en étant à l'UMD, tu as enfin réussi à pouvoir avoir de l'éducation thérapeutique qui t'a permis de comprendre ta maladie. Il t'a fallu tout ce cheminement pour enfin réaliser un petit peu que tu étais malade et comprendre ta maladie. Et je pense que c'est quelque chose qui, en tout cas dans ton parcours, qu'on peut vraiment relever parce que maintenant on te trouve stabilisé en tout Après, cas. comme je dis, pour moi, je reviens vraiment de loin. Je reviens vraiment de loin. Ça veut dire que je m'attendais. J'ai accepté ma maladie, j'ai accepté des choses du passé, tout ça qui s'est passé. J'ai accepté plein de choses. Et je pense que quand on accepte des choses dans la vie, quand on connaît son histoire et qu'on veut avancer, je pense qu'on a les cartes entre les mains. Bien sûr. Et c'est ce qu'il faut pour faire des objectifs, comme dans la vie de tout le monde, quoi. Et voilà. Voilà, voilà. Donc du coup là tu as fini ton séjour en UMD, tu es revenu dans un séjour, enfin dans un hôpital, en tout cas un service un peu plus classique, qui reste un service fermé. Mini tips, qu'est-ce qu'un service fermé? C'est une unité d'hospitalisation complète dont les entrées sont soumises à la vie médicale dans une visée de prévention de fugue, de rupture avec les soins psychiatriques et pour d'autres types de motifs. Ce type de service est donc plus contenant qu'un service d'hospitalisation ouverte. Là, c'est quoi les projets qui sont en cours pour toi? Alors là, déjà, j'aimerais bien passer mon permis. Ouais. Je pense que c'est la meilleure des choses parce que j'étais pas préparé. J'aurais pu le passer avant, mais j'étais pas préparé mentalement dans ma tête à faire des séances de tout ça là. Mais après, sinon, ouais, j'ai un projet, c'est à Bordeaux. C'est un hôpital psychiatrique. C'est même pas c'est un hôpital pour la réhabilitation au travail. Donc en fait, ils vont calculer combien de temps vous restez concentré sur une activité. Par exemple, tu es concentré pendant 2 heures, on va pas te faire travailler plus que 2 heures par jour. Après, franchement, c'est un projet, je pense que ça peut me. Comme ça, je sors pas directement de tous les soins que j'ai eus pour retourner dehors et refaire les mêmes bêtises que j'ai fait dans le passé. Je pense que ça, c'est bon. J'ai 23 ans, j'ai assez donné comme ça. Je pense que maintenant, ce que je veux, c'est vraiment avancer avoir des bases solides et voilà. Mais c'est très bien, c'est un très bon projet. Ouais. Est-ce que tu as des idées de profession derrière Alors, j'aimerais bien, pourquoi pas essayer de peindre en intérieur Mhm. ou sinon, vendre de vêtements de sport. Ce qui te correspond bien, en Ouais, effet. on est d'accord. Bon. Dernière question, moi je voudrais tout simplement savoir si à l'heure actuelle, est-ce que tu te sens heureux? C'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question, tu as le droit Bonne de répondre question. non, mais en tout cas, il faut justifier. Est-ce que je suis heureux? Il y a des choses de la vie qui font que des fois je suis heureux, mais le passé me rattrape très très vite et je pense que dans la vie on peut être heureux, mais si on n'a pas la santé, on peut rien faire. Et voilà. C'est une très bonne phrase. Est-ce que tu aimerais finir ce podcast, en tout cas cet épisode, par une phrase qui résumerait un petit peu ton parcours à toi? Non, franchement, j'ai pas. T'as pas? Et est-ce que tu as un message pour d'autres personnes qui pourraient être dans ta situation ou des personnes Un qui ne connaissent message, pas? franchement, si vous êtes malade, soignez-vous bien. Écoutez ce que disent les infirmiers, c'est important. Le psychiatre, le psychologue, tout ça, faut écouter. Si vous êtes vraiment malade, vous voulez vraiment vous en sortir, prenez les médicaments. Même si je sais que c'est pas. Des fois, on peut être un peu stone à cause des traitements parce que ça dépend de la dose qu'ils vous donnent, quoi. Mais après, sinon, un message pour ceux qui sont en psychiatrie, soignez-vous bien et portez-vous bien et protégez les gens que vous aimez. Et voilà. Hein. Mais c'est un très bon message. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, Blaise, pour cet épisode. Et puis, je te souhaite que du bonheur pour la suite. Merci. C'est donc la fin du premier épisode de DLM. Je suis extrêmement heureuse d'avoir pu rendre concret ce projet et je tiens à remercier l'équipe DLM de m'avoir fait confiance et de m'avoir accompagnée dans cette aventure. Un remerciement particulier à Blaise qui a eu le courage et la gentillesse d'avoir répondu présent pour ce premier épisode. La psychiatrie est pour moi tout un monde qui ne mérite qu'à être connu. Ce podcast est donc une porte ouverte pour vous, chers auditeurs, à mieux comprendre cet univers. Alors n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, mais aussi à la page Instagram dans la machine.pod
et sur Facebook dans la machine podcast pour suivre ce projet. À bientôt!